Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Les femmes riveraines de la décharge publique de Dar es Salaam en colère ont été vues dans la rue ce jeudi. Elles y ont cuisiné, le message est simple, elles disent manquer d'habitation. Elles ne comptent pas partir maintenant comme le veut le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. À lancement de la deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen, un projet qui vise à mettre en rapport les futurs bacheliers avec les entreprises et les universités privées de la Guinée. Et puis sur la côte ouest de Madagascar, dans les régions de Malgache, se trouvent les plus grandes étendues de mangroves. Elles servent d'habitat des poissons, crabes et crevettes, principales sources de revenus des habitants de la région. Encore une fois, bonsoir. Les familles qui habitent la décharge publique de Dar es Salaam n'ont pas toutes quitté. Ce jeudi, comme le ministre de la Ville l'a annoncé, les femmes en colère sont sorties très tôt et massivement dans la rue. Elles y ont même cuisiné. Vous allez le voir, ce qu'elles demandent, c'est l'accompagnement du gouvernement. C'est un reportage de Malik Sangana Kamara et d'Aboubakar Din Kamara. Pas de circulation ce jeudi sur l'axe Kenya-Amdalaï. À Concasseur, les femmes massivement mobilisées ont barricadé la route pour contester leur déguerpissement annoncé par les autorités du pays. Cette vieille dame exige à ce que nous venions voir son habitation qu'elle a construite il y a de cela 20 ans. Pour elle, sa maison est loin de la décharge d'ordures. N'ayant aucun autre moyen de s'offrir un nouveau logement, elle et ses enfants s'en remettent à la volonté de Dieu. On nous demande aujourd'hui de quitter les lieux sans la moindre mesure d'accompagnement. Dans un état de droit comme la Guinée, ça ne se voit nulle part ailleurs si ce n'est ici. Donc, nous nous en remettons à Dieu. En tout cas, nous savons où aller et on n'a aucun moyen aussi pour quitter ici. On ne sait où aller. Et qu'on nous trouve un site, oui, et les moyens, les mesures d'accompagnement avant de quitter les lieux. Pas de violence, mais des chansons entonnées par ces femmes démontrent leur mécontentement. Des usagers de cette route sont obligés de rebourser chemin en présence des agents de la police. Pour ces citoyens, en instant de déguerpissement, le délai qui les a été donné est insuffisant, surtout sans mesure d'accompagnement. Ce que j'ai voulu dire à l'État, il n'a qu'à nous donner le temps. Parce que même si c'est votre locataire, si vous voulez le déloger, il faut lui donner un temps approprié. Pour un locataire, vous lui donnez au moins 3 mois pour qu'il trouve là où il faut aller. Si on lui dit de lundi au jeudi de quitter, ce ne serait pas facile. La population a compris, ils ont quitté leur maison, ils sont venus dans la rue. Fait insolite, les cuisines sont transférées par ces manifestants sur la route. Les marmites sont posées sur le feu et la détermination d'y passer la nuit est sans équivoque. La seconde édition du Forum de l'étudiant guinéen a débuté ce jeudi. Durant 2 jours, les étudiants, les futurs bacheliers échangeront avec les universités, les entreprises sur les programmes de formation, les conditions d'admission et d'orientation, les cursus, les diplômes et les débouchés. Et pour cette première journée, élèves et institutions ont trouvé satisfaction. Alcéné Bari et Aliouba. Placé sous le thème l'innovation, ce forum de l'étudiant guinéen est à sa 2e édition. Tribune d'expression pour les universités, rencontre entre entreprises et étudiants, il a donc une double vocation. Faciliter l'orientation des bacheliers, aussi faciliter l'insertion socio-professionnelle des futurs diplômés. L'objectif du forum de l'étudiant guinéen est de mettre en rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, les étudiants, les futurs bacheliers avec les institutions d'enseignement supérieur, aussi bien
guinéens et guinéennes étrangères, d'où la présence de ces universités étrangères qui sont parmi nous. Et enfin, c'est de créer le contact direct entre les entreprises, futurs employeurs, les étudiants, les élèves et les jeunes diplômés guinéens. Chaque université, chaque entreprise exalte ses qualités. Conseils, informations sur les filières, tout y est dans ces stands installés pour l'occasion. On est très satisfait puisqu'on est en train de recevoir beaucoup d'étudiants depuis qu'on est arrivé. On est en train de présenter nos programmes de formation à ces futurs lycéens. Mais en même temps, sur ces fiches-là, il y a tout ce qu'il faut pour orienter un élève qui sache ce qu'il faut, ce qu'il sait. Un département, quels sont les débouchés, quels sont les objectifs et tout le parcours qu'il y a à suivre vraiment. On salue l'initiative du gouvernement guinéen pour cela parce que c'est une occasion pour nous de rencontrer les lycéens, futurs étudiants des universités. Cette première journée semble bien satisfaisante pour ces élèves. J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, en médecine, on nous a présenté des statuts de l'homme, la physiologie de l'homme, les appareils. Ça peut être important pour moi parce que demain, nous avons un exposé en biologie. Donc, avec l'explication que j'ai suivie ici, ça pourra beaucoup m'aider demain. J'ai eu à connaître beaucoup de choses que je ne savais pas sur les universités privées ou publiques, sur les JNG. Et encore, j'ai eu la chance aussi de rencontrer pas mal de grandes personnalités du pays. Des débats, des rencontres professionnelles devront couronner ces 3 jours de forum. Il est important de noter la présence des représentants de l'Inde, du Maroc, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. L'unité d'action syndicale dénonce l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Mara, secrétaire général adjoint de l'UGTG. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, ces syndicalistes regrettent et condamnent l'ingérence flagrante du gouvernement guinéen dans les affaires syndicales. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souri Sengsouma. Pour l'unité d'action syndicale, l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Mara est le résultat de la situation mafieuse qui entoure l'attribution des contrats miniers et la sauvage sous-traitance des travailleurs. L'unité d'action condamne avec la dernière énergie les agissements de syndicats jaunes corrompus, d'autorités préfectorales, régionales et nationales, qui ont tous participé à ce hold-up au kidnapping de leaders syndicaux. Dans cette même lancée, l'unité d'action syndicale appelle à la mobilisation générale pour mettre fin aux intimidations et des menaces qui ternissent l'image du pays. L'unité d'action syndicale appelle tous les travailleurs de tous les secteurs à travers toutes les forces vives de la nation à la mobilisation générale pour mettre fin à toutes ces discriminations, exactions et de déstabilisation des forces sociopolitiques de notre pays. Pas de paix sociale sans justice sociale. L'unité d'action syndicale accuse le président de la République et quelques autres centrales syndicales d'être à l'origine de l'arrestation de leurs camarades. Ils exigent sans condition sa libération et celle de ses compagnons. Aboubacar Sidiki Mara est un prisonnier du professeur Alpha Condé, celui qui a ordonné son arrestation. Et nous le mettons en garde. Si quelque chose arrive à Aboubacar Sidiki Mara, il sera le premier responsable. À compter d'aujourd'hui, n'importe quelle chose arrivera à un syndicaliste guinéen, le professeur sera responsable. Aboubacar Sidiki Mara a été arrêté dimanche dernier dans sa chambre d'hôtel à Boké où il était parti pour une mission. Il est accusé de vouloir pousser les travailleurs de la société minière de Boké à la révolte. Au lendemain de l'exhumation du corps d'Elhadj Doura, la gendarmerie nationale a procédé à la reconstitution des faits de Hamdallaye en passant par Symphonia et Kenendé. Ces ravisseurs ont expliqué leurs faits et gestes. Moussa Mouissila et Ibrahim Assouma ont suivi tout pour vous. Elhadj Abdraman Diallo, appelé communément Elhadj Doura, n'atteindra jamais cette mosquée où très tôt, le 5 décembre 2017, il devait effectuer sa prière de l'aube. Après avoir quitté son domicile, c'est à cet endroit précis qu'il sera enlevé par ses ravisseurs. C'est ici qu'on avait garé la voiture. Moi, je suis descendu, je suis devant ici. Zimbabwe et là, ils étaient là-bas. Donc, dès que le vieux est venu, ils ont pris le vieux, ils ont venu, ils ont fait... Quel rôle que toi tu as joué?
Moi, j'étais en défense. Défense avec quoi? J'avais l'arme. Quelle arme? PMAK. Lorsque les choses... Ubro, il a parlé à Tony, vraiment, ces vieux qui sortaient comme ça. Là, maintenant, Tony, il a déjà appelé directement à Zimbabwe, de dire de vraiment nous préparons quoi. Nous aussi, on est préparés. Bon, lorsque le vieux est arrivé par là, Zimbabwe, il a foncé vers des vieux, il a dit assalamu alaikum. Après, partir de là-bas, nous aussi, on est venu à secours, on a aidé. Bon, on a fait rentrer les vieux. Après, lui, il a déjà regardé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Cette dame, encore sous le choc, et sa fille ont entendu le vrombissement du moteur de la voiture dans laquelle El Hadj Doura, après s'être débattu, a été embarqué de force. Moi, je suis réveillé dans les environs de 6h moins 17 minutes. Ça trouvait déjà qu'ils sont tournés pour aller. Moi, j'ai entendu le bruit, mais je suis hyper tendue. J'ai pris mon médicament. Je prends mon médicament pour dormir. Quand j'ai entendu le bruit, j'ai sursauté. Je me suis levée. Ça trouvait déjà qu'ils sont partis. Au moment où on s'est réveillé, la voiture était déjà partie, vous comprenez. Mais on a entendu, moi quand même personnellement, j'ai entendu des bruits, mais c'était indistinct. Parce que la façon dont il criait, on ne comprenait pas si c'était une femme. En fait, le bruit n'était pas trop clair, vous comprenez. Peut-être on l'a étranglé, je ne sais pas. Donc, je n'arrivais pas à saisir réellement qu'est-ce qui se passait. Et entre-temps, je l'ai entendu crier parce qu'elle a sursauté, étant donné qu'elle est malade. Donc, ça a été un choc pour elle. Je suis allée la voir, j'ai dit non, peut-être c'est un bandit qu'on a arrêté, comme ça se passe souvent dans le quartier. Donc, je l'ai dit de se recoucher. C'est quand les gens quittaient la mosquée, maintenant, j'ai entendu un monsieur dire « Ah, on a arrêté un bon musulman ici ». Et en ce moment, je suis sortie, je l'ai dit « Ah, c'est un vieux peut-être qu'on a arrêté parce que j'ai entendu parler de chapelet là-bas ». Et en ce moment, on est sorti, on a vu effectivement que c'était El Hadj Doura. De Hamdalaï, des mains de ses ravisseurs, il suivra un parcours long et tortueux. D'abord ici à Sonfonia, dans cette villa qu'ils avaient louée 6 mois plus tôt. Dès le lendemain, El Hadj Doura sera conduit sur les hauteurs du mont Kakulima, sur ses routes caillouteuses de Kenende, dans ce duplex. Le propriétaire des lieux tombe des nues. Je n'ai jamais soupçonné. C'est avant-hier à la gendarmerie que j'ai su que le vieux a séjourné chez moi. Sentiment de frustration, de désespoir, vraiment très déçu. De ce duplex, le vieil homme octogénaire, harassé par son diabète, exténué par les nombreux déplacements, sera de nouveau enfermé dans cette chambre. De là, il sera transporté derrière ce bâtiment où, à la tombée de la nuit, l'opérateur économique sera conduit dans cette maison appartenant à l'un des ravisseurs dans la sous-préfecture de Mafereya. 22h, 23h comme ça. On a fait rentrer les vieux ici. C'est finalement dans cette case ronde qu'El Hadj Doura va rendre son dernier soupir. Son périple infernal aura duré 19 jours. Après donc tous les déplacements, après toutes les planques et toutes les turbulences, El Hadj Doura a finalement rendu l'âme. C'est auprès de ce marigot qu'une tombe a été à la va-vite creusée pour enfouir le corps du vieil homme. C'est ainsi donc de façon sinistre que la vie d'El Hadj Doura, cet opérateur économique, enlevé par ses ravisseurs le 5 décembre 2017, prendra fin. Une fin assez pathétique, mais qui donne des leçons sur le sens véritable de l'humanité. Opposé pour l'adoption d'un enfant, l'affaire se passe à Boké entre la mère biologique de l'enfant et un couple guinéo-allemand résidant à Kamsar. À la base, une adoption simple était consentie par les parents biologiques et sauf qu'à l'établissement des actes de la procédure, les adoptants, avec le concours de quelques personnels du prétoire, auraient changé la forme en une adoption plénière sans aviser les parents biologiques de Oumou Diakité, la plainte de ceux-ci pour récupérer leur enfant et mettre fin à cette procédure tordue reste sans suite favorable, même avec l'assistance des ONG de la protection des couches vulnérables. Mohamed Souma et Amara Alexiosila nous en disent plus.
C'est une affaire qui jette du discrédit sur le TPI de Boké. Alpha Diakité et son épouse Dame Diakité Fatoumata Camara, après 7 longs mois de refus et de prières des adoptants, ont consenti à donner en adoption simple leur enfant Oumou, âgé alors de 2 ans. 11 mois après, le récit des événements est tout autre. Nous avons donné notre avis pour une adoption simple. Après signature, le juge nous a demandé de passer prendre les papiers 3 jours après parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour les imprimer. À notre surprise, nous avons appris que Maïmouna est passée avant nous et que le juge lui a délivré des actes d'une adoption plénière avec la garde exclusive. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le couple adoptant, mais la réponse de celui-ci ne surprend guère, un refus de communiquer. Si au début, le procureur saisi a demandé la remise de l'enfant à ses parents biologiques au point même de recourir à la force publique, aujourd'hui, sa décision est incomprise. Au début, le procureur même a dit que la démarche était incorrecte. On nous a fait payer 1 million pour que la police aille récupérer l'enfant. 2 jours après, rien n'en était et finalement le juge nous a dit de nous résigner parce que Maïmouna lui avait payé de l'argent. Pourquoi l'évidence du droit à dire est écartée? La justice aurait-elle 2 vitesses? En attendant que la cour d'appel désormais saisie du dossier rende sa décision, Fatoumata et son époux sont privés de leur enfant. Atelier de présentation et de validation du rapport d'évaluation de la formation continue des enseignants guinéens. C'est une initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour permettre à coup sûr de booster la formation des enseignants et encadreurs dans les écoles. Mohamed Valek-Touré et Aliouba. C'est un rapport d'évaluation de la formation continue des enseignants guinéens qui vise à réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour la qualification de leur niveau. Plusieurs enseignants ont pris part à cet atelier de validation. À l'issue de cet atelier, j'espère que l'autorité prendra beaucoup de dispositions pour pouvoir améliorer la formation des enseignants. Cette démarche doit surtout aider à identifier les faiblesses de certains encadreurs non formés. Des écoles rurales ne seront pas en marge, nous apprennent certains responsables. Dans ce rapport, nous avons fait le diagnostic de la situation en allant jusque dans les écoles en zone rurale pour... Des programmes de formation spécifiques seront proposés en conséquence pour combler la nécessité immédiate d'augmenter le nombre de formateurs dans des écoles et développer un programme de formation agréé pertinent. Nous voulons vraiment fédérer les différentes visions pour que ce soit vraiment un seul schéma dans lequel tout le monde va vraiment désormais se référer pour assurer la formation continue de nos enseignants. Le département de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants et éducateurs a réalisé des activités dont entre autres l'évaluation des enseignants et leur recrutement de 2000 à 2010. La connaissance de l'outil informatique est de nos jours une nécessité par les cadres et agents de l'administration guinéenne. Actuellement, ils sont 150 cadres venus des différents départements ministériels pour suivre une formation en informatique de base au ministère de la fonction publique. Mohamed Damaro Camara et Aboubakar Din Camara pour le compte-rendu. Nombreux sont des cadres guinéens qui ne savent pas manipuler l'ordinateur alors que cet outil est de nos jours indispensable dans la gestion administrative. La Banque africaine de développement appuie la Guinée dans la formation de ses cadres. Cette formation est une formation en informatique de base en gros. Donc cette formation concerne les applications du pack Office, donc l'utilisation de l'ordinateur, Windows, Internet, Word, Excel, Access et PowerPoint. Cette formation elle est destinée aux différents cadres des BSD, donc les bureaux stratégiques de développement au sein des différents départements.
L'objectif de cette formation est de faire en sorte que tous ces cadres aujourd'hui soient amenés à avoir un bon niveau d'utilisation de l'ordinateur. 150 cadres venus des différents départements ministériels prennent part à cette formation de 2 semaines, assurée par AIC Consulting et CEFIG. Avec cette participation-là, ça m'aide beaucoup parce que ça m'améliore encore plus. Parce que je vois certaines choses que je n'avais pas l'habitude de voir et j'apprends encore mieux. Et surtout, je viens d'apprendre aussi qu'avec cette informatique, je peux communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que moi. L'attente des encadreurs au sortir de cette formation est multiple. Ils espèrent que les participants auront un niveau appréciable en informatique. Avec l'informatique, le temps de travail, le temps de traitement des dossiers est très réduit, donc ça améliore le niveau de productivité du travail. Donc on est dans une optique de renforcement des capacités des cadres. Au terme de cette formation, les cadres et agents formés donc, seront capables, seront à même de manier un ordinateur. Cette formation n'est pas la première. D'autres sessions sont prévues dans le cadre de la modernisation de l'administration guinéenne. Les travaux de la 6e table ronde de l'initiative africaine de politique d'inclusion financière s'ouvrent à Conakry. L'enjeu est énorme. À le rendez-vous réunit plus de 100 régulateurs et décideurs ainsi que 12 gouverneurs et sous-gouverneurs des banques centrales de l'AFPI. Reportage Gibril Ba et Abou Koria Kourma. La grosse question que se posent ces représentants des institutions financières est comment parvenir à une inclusion financière en Afrique, surtout dans la région subsaharienne. Dans la même région, 31% des adultes ont aujourd'hui accès à l'Internet, ce qui n'est pas anodin pour le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Sur le plan de la monétique, 2 sociétés de monétique ont été agréées, chargées l'une de la mise en place et de l'exploitation d'un centre de traitement monétique interbancaire et l'autre de l'implémentation de la gestion technique et commerciale d'un réseau monétaire privé. Le transfert numérique transfrontalier a pris une proportion on ne peut plus claire, captivante, sans oublier l'autonomisation économique des femmes, les infrastructures de crédit, tout cela peut être objet d'une sécurisation, ont estimé les membres de l'Alliance inclusive et financière. L'accès aux services financiers des femmes sur le continent est également une priorité. À cet égard, la BAD a mis en place l'initiative AFAWA qui a pour objectif de réduire le déficit de financement des femmes sur le continent, estimé à plus de 30 milliards de dollars aux États-Unis. La révolution de la technologie tout azimut impose des aspects que les États ont l'obligation de suivre. Sinon, un décollage économique n'est plus possible. Donc, cet élan donne de l'intérêt selon le Premier ministre. Il est aujourd'hui unanimement admis qu'une croissance économique inclusive et durable commence par l'inclusion financière. L'inclusion financière consiste à faire bénéficier tout le monde des avantages du numérique. Cela reste un défi pour la Guinée qui va assumer désormais la présidence de l'initiative africaine de la politique d'inclusion financière. À quelques jours du mois saint du Ramadan, le gouvernement guinéen a rencontré ce jeudi les opérateurs économiques du pays. Il était question d'échanger sur les dispositifs à prendre pour la stabilisation des prix des denrées de première nécessité en vue d'alléger le panier de la ménagère pendant cette période de pénitence. Idrissa Bari et Abdoulaye Kamara. Le mois de Ramadan, une période de jeûne pour tous les musulmans. C'est aussi un mois de grande consommation, en vue de permettre aux fidèles de bien s'en sortir et alléger le panier de la ménagère guinéenne. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a échangé avec les opérateurs économiques pour prendre ensemble des dispositifs allant de la stabilité des prix des denrées alimentaires au respect de leurs normes de qualité. Cette fois-ci, nous avons mis l'accent aussi sur la responsabilisation des grossistes de suivre la chaîne de distribution et d'intimer ou bien même d'instruire tous les distributeurs au respect des prix accordés en leur faveur. Les importateurs, les industriels et les commerçants s'engagent à fournir un stock suffisant de denrées alimentaires
et des produits halieutiques de qualité pour cette période de pénitence. C'est lui qui fabrique les très bonnes qualités, c'est lui qui doit faire venir, il n'a qu'à envoyer de très bonnes qualités de produits. Pourquoi notre santé, ça dépend de notre manger. On promet la population guinéenne que les prix ne vont pas augmenter et les prix qui sont vendus à Conakry seront vendus au même prix à Zéro-Corée. Le secrétaire général à la présidence de la République chargé des services spéciaux a signé un partenariat avec le département du commerce pour suivre et traquer tout commerçant qui tentera de spéculer pendant cette période d'adoration. Colonel Tchekbro insiste surtout sur la réglementation à la matière. Si par endroit il y a des choses qui sont vraiment impropres, qui ne sont pas dans, dans le même alignement que les engagements pris ici, les citoyens sont tenus obligés de nous appeler pour que nous puissions se mettre en rapport avec le ministère du Commerce pour régler ce état de fait parce qu'il s'agit de moins sain. Le chef du département du commerce invite les populations et les consommateurs à une collaboration franche avec ses services. La première dame de la République a reçu des experts espagnols ce jeudi en mission d'une semaine pour apporter de l'aide gratuitement aux personnes souffrantes de la cataracte. Ils ont apporté des soins à plusieurs malades au centre de santé Le Flamboyant de Simbaya. Mohamed Valek Touré et Din Kamara. Après une semaine de travaux au centre de santé Le Flamboyant, ces médecins espagnols de la Fondation Barraquer ont dispensé des soins médicaux gratuits aux patients guinéens souffrant de la cataracte. La Fondation Elena Barraquer, en partenariat avec Coca-Cola Company, œuvre pour l'amélioration de la santé visuelle des populations désavantageuses. Si on ne voit pas, on est dans l'obscurité. Si on te perd l'œil, vraiment tu vas le jour, vraiment c'est la vie. Ça, c'est la vie d'une personne. Vraiment, on est content. On est content pour le personnel de la santé. On est content pour la délégation. Plus de 227 Guinéens souffrant de la cataracte ont été soignés par ces médecins espagnols qui sont à leur deuxième arrivée en Guinée. Satisfaite des résultats des traitements de l'année dernière, la Fondation Prosmi a décidé cette année d'inviter à nouveau la Fondation Elena Barraquer à revenir en Guinée pour soigner les citoyens malades de cataracte. En Guinée, il y a beaucoup de problèmes de cécité, il y a des problèmes de yeux en un mot. Et venir nous aider à faire recouvrir la vue, comme le disait tout à l'heure le directeur de la Prosmi, que donner la vue à une personne, c'est lui donner la vie tout court. Ils ont pu examiner 200 autres enfants et les commandes des lunettes ont été passées pour justement être livrées dans les mois qui suivent et donc permettre à toutes ces personnes souffrant aussi de cécité visuelle de retrouver une bonne visibilité, une bonne vision. Le docteur Elena Barraquer et son équipe, constitués de bénévoles, ont pu réaliser des opérations du lundi 30 avril au vendredi 4 mai au centre médical communal des Flamboyants et l'équipe promet de revenir pour une 3e édition en vue d'aider les personnes qui souffrent de la maladie de cécité. Pour moi, venir ici en Afrique, parce que ce n'est pas seulement Conakry qu'on vient, on vient dans beaucoup d'autres pays, c'est une chose très importante, très nécessaire et surtout très satisfactoire pour nous-mêmes. L'arrivée de ces médecins a été facilitée par la Fondation Prosmi et Coca-Cola pour mieux aider les malvoyants à recouvrer la vue. Sur le continent, sur la côte ouest de Madagascar, dans les régions Mélaki et Ménabé, se trouvent les plus grandes étendues de mangroves l'île. Elles servent d'habitat des poissons, crabes et crevettes, principales sources de revenus des habitants de la région, mais cet équilibre est menacé par la coupe incontrôlée. Dans la famille de Mami, on est pêcheur de crabes de génération en génération. Un travail qui rapporte avec 300 000 ariars en moyenne par mois, soit près de 80 €. Mam gagne le double du salaire minimum à Madagascar, mais aujourd'hui, son activité est menacée. Avant, il y avait beaucoup de crabes par ici, mais il y en a moins maintenant. À mon avis, c'est à cause du changement climatique.
Autrefois, la mer était très loin, mais aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus. Changement climatique, mais aussi déforestation. Pendant 5 ans, MAM a pratiqué la coupe illégale du bois de mangrove qui sert d'habitat aux crabes et aux poissons. Pendant la haute saison, c'est facile d'attraper des crabes, mais pendant la basse saison, c'est très difficile. Alors il fallait trouver une autre source de revenus. En dehors du village, il y a des gens qui achètent du bois de mangrove pour construire des maisons. À l'époque, je coupais le bois pour le revendre à ces gens. La mangrove est surtout utilisée dans la construction de cases ou comme bois de chauffe. Ici, les palétuviers ont été totalement détruits. Cette déforestation peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. Ça favorise l'érosion de cet endroit parce qu'il n'y a plus de mangroves et ça favorise aussi la montée des eaux de la mer à l'intérieur de terre parce qu'il n'y a plus de barrières. Les mangroves ont un rôle de barrière contre l'érosion, contre les vents forts, comme les cyclones. MAM a totalement arrêté la coupe illégale. Aujourd'hui, avec d'autres villageois, ils reboisent. Dans cette région, 340 hectares de mangroves ont été replantés au cours des 6 dernières années. Les parents de Naomi, décédée à l'hôpital de Strasbourg fin décembre après un appel pris à la légère par le SAMU, ont demandé jeudi que justice soit faite pour leur fille aimée de tous lors d'une conférence de presse. Quelles sont les réponses principales que vous souhaitez obtenir maintenant par rapport à Naomi? Que justice soit faite. Voilà. C'est cela notre première préoccupation, que la justice soit faite pour cet enfant qui était aimé de tous et qui avait de l'amour pour son environnement, comme vous l'avez constaté. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.